Bienvenue dans le grand dossier. Ce soir, ce déluge de drones ukrainiens dans la région de Moscou et l'acharnement des Ukrainiens sur Wildberries. Vous savez, c'est cette Amazon russe. La Russie qui répond par de nouvelles frappes sur Kiev. Des drones non identifiés abattus dans le ciel de l'OTAN en Roumanie. La Pologne qui se rêve en la plus grande armée d'Europe. L'Allemagne de son côté qui se réarme. Et puis cette histoire à la fin de ce grand dossier, cette histoire glaçante d'un enfant ukrainien enlevé au début de la guerre, retrouvé aujourd'hui soldat dans l'armée russe. Mais d'abord dans la région justement de Moscou, pilonné par les Ukrainiens. Regardez, c'était il y a quelques heures. Voilà, et pour en parler dans ce grand dossier, Elisabeth Schipart-Selam qui est toujours avec nous, maîtresse de conférences et directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours, spécialiste en défense et sécurité. Merci d'être là, Hélène Bonnet, journaliste internationale à TF1 LCI. Merci à Marc Semo, merci d'être avec nous. Marc, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Vincent Crouzet est toujours avec nous, toujours expert en renseignement et toujours écrivain. Je rappelle votre autobiographie, Le jour où je suis devenu espion, aux éditions de l'Observatoire. Et bienvenue aussi à Emmanuel Véron, docteur en géographie, spécialiste des relations internationales. Bienvenue à vous, Emmanuel Véron. On vient de voir ces images impressionnantes du déluge de feu ukrainien dans la région de Moscou. Plusieurs centaines de drones ont donc de nouveau frappé dans la nuit, avec un acharnement particulier sur les entrepôts de Wildberries, l'équivalent russe d'Amazon. Robert Madiar-Brovdi, c'est le commandant des forces de système de drones sans pilote ukrainien. Il l'a très clairement expliqué en début de semaine. Wildberries n'est pas seulement une marketplace civile, c'est selon lui l'intendant de la guerre. Il a raison, Vincent Crouzet ? Mais oui, il a raison, parce que c'est un usage dual, ce qu'on appelle un usage dual, c'est-à-dire à la fois effectivement un usage principalement pour les consommateurs russes, c'est ce que Elisabeth appelait marketplace tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois on vient acheter, on commande en ligne des produits, mais ça sert aussi de banque, de service postal, etc. Et on peut trouver énormément de produits dont a besoin l'effort de guerre russe, notamment des composants électroniques, des condensateurs, des transistors, des semi-conducteurs, des kits de radio, pour la plupart à 80-90% d'ailleurs, qui sont importés depuis la Chine. Et puis les soldats russes touchant une solde confortable mais n'étant pas très bien équipés, ils viennent compléter aussi leur pactage en achetant des boots, enfin des bottes, des treillis, des sacs à dos, etc. Je crois effectivement des lunettes infrarouges de vision nocturne. Voilà pourquoi aussi Wildberries est visé. Et donc 7 entrepôts sur 10 des 10 grands entrepôts. Il y en a partout en Russie. Alors il y en a 200, mais il y en a 10 principaux, et apparemment 7 d'entre eux déjà ont été anéantis. Marc Semo, cet acharnement-là sur ce géant du e-commerce civil, est-ce que ça marque un basculement vers cette guerre économique totale ? C'est une accentuation de cette guerre économique totale. C'est un moyen de mettre la pression, de faire d'abord sentir aux Russes la réalité de la guerre, parce que jusqu'ici, ça n'est plus une opération relativement marginale, et on en voit les conséquences. Et ensuite, c'est parce que les Ukrainiens ont quand même dû un peu mettre la pédale douce à propos des raffineries. Parce qu'il y a des pressions américaines, explicites d'ailleurs de Jill Evans, qui ne veut pas que l'on tape trop sur les raffineries et sur les hydrocarbures russes, parce que ça aurait pour effet de raréfier la quantité, de faire monter les prix, et que donc, comme il le dit clairement, lui, sa priorité, c'est de faire baisser le prix de l'essence. Donc là-dessus, il y a cette pression pour ralentir un peu. Et au-delà de ce que disait tout à fait justement Vincent à propos de Wildberries, la patronne de Wildberries, Madame Kim, était par ailleurs une Coréenne d'origine, enfin une Coréenne de Russie, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est la femme la plus riche du pays, donc ça a aussi elle est proche de Poutine évidemment, et donc ça a aussi une valeur là aussi très symbolique pour faire comprendre la réalité de cette guerre. Emmanuel Véron, c'est plus efficace ça à moyen terme que les frappes sur les raffineries, de taper sur Wildberries ? C'est complémentaire, indéniablement, parce que les raffineries, c'est l'un des barrissants de l'économie russe, dans la valorisation des produits pétroliers et gaziers. C'est de là est tirée une large partie de la richesse des baronnies russes, Rosneft, Gazprom, etc. Et puis là, le fait de frapper ces centres logistiques, d'achat, commerciaux
en partie militaire, mais surtout beaucoup civile, comme Vincent et Marc le rappelaient, eh bien ça vient quelque part amener la guerre dans le quotidien des Russes, mais également dans le commerce bilatéral avec la Chine. Vincent l'a évoqué. En fait, depuis 2022, la relation sino-russe, d'un point de vue commercial et économique, a beaucoup progressé, presque, on peut même dire explosé, passé en gros de 140 milliards d'échanges à presque 240-250 milliards d'échanges en quelques mois, quelques années, et massivement le fait de produits fabriqués en Chine pour le marché russe, pour les besoins russes, qui vont effectivement de l'électroménager à de l'habillement, à tout ce que vous pouvez imaginer dans la consommation du quotidien, et une bonne partie de ces produits-là se retrouvent commercialisés dans ces entrepôts, enfin en tout cas dans cette société Wildberries. Hélène Monet, jusqu'où ça peut aller cette escalade sans risquer une escalade majeure avec Moscou? L'escalade, elle est déjà là. C'est-à-dire que escalade majeure, Moscou lance déjà des missiles sur les grandes villes ukrainiennes. Donc ça peut être... Parce que ça fait des mois que ça dure sur les entrepôts Wildberries. Alors des mois, je crois que c'est depuis juillet que la campagne est quand même particulièrement intense. Mais là, de toute façon, à part répliquer sur des entrepôts de logistique, ce que fait déjà Moscou en réalité. Donc les Ukrainiens n'ont pas grand-chose à perdre en frappant ces entrepôts-là. Je disais dans le New York Times qui donnait un chiffre, il y a 100 000 entreprises privées qui passent par cette plateforme pour vendre leurs produits. Oui. Et en fait, il y a déjà 100 000 de ces entreprises qui ont perdu leur stock à cause de ces frappes. Donc il y a tout un tissu économique qui est touché. Visiblement, le gouvernement russe aurait promis des aides. Donc on voit quand même qu'il y a un impact économique et aussi, du coup, potentiellement ce mécontentement d'un secteur qui peut remonter en tout cas jusqu'au Kremlin. L'Occident doit cautionner ce type d'attaque sur les entrepôts, cette guerre des entrepôts, on appelle ça comme ça. Moi je pense que d'abord les Ukrainiens ne demandent plus permission depuis un moment, surtout qu'ils fabriquent leurs propres munitions et puis on est en période de guerre, c'est tout à fait logique et il y a effectivement à la fois cet usage dual et puis il y a une guerre économique. Je vous rappelle simplement que quand on parle et quand Hélène parlait des frappes russes, ils frappent effectivement des réseaux ferroviaires, mais plutôt, par exemple, des trains civils. La guerre des logistiques, ils frappent pas forcément des entrepôts et des usines, mais ils frappent aussi des cibles civiles, ce que les Ukrainiens font. Vincent, Wildberries, c'était une cible identifiée depuis longtemps comme un maillon faible de la Russie ? Je ne sais pas, en tout cas c'est très malin. C'est très malin. Vous savez que en partie la hiérarchisation et le choix des cibles maintenant se fait grâce à l'intelligence artificielle, y compris dans les forces armées ukrainiennes. C'est-à-dire que on a une banque de cibles, une banque de données tellement importante que c'est l'intelligence artificielle qui va trier en fonction des besoins et des besoins de l'armée ukrainienne, des faiblesses de l'armée russe. Donc vous allez avoir un logiciel, même vous, amusez-vous, demandez à ChatGPT ou à Grok quelles sont les cibles les plus intéressantes et vous aurez une réponse de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, les Ukrainiens bénéficient d'outils beaucoup plus performants et donc cette intelligence artificielle va leur cibler, va leur flécher un certain nombre de cibles prioritaires. Bon, là, plus sérieusement, ça répond quand même à une plasticité stratégique avec beaucoup d'audace de la part des Ukrainiens et qui, je pense, effectivement, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, est très complémentaire des frappes sur les raffineries parce qu'elle touche là vraiment toutes les strates de la population russe. Et elle vient fragiliser aussi les oligarques, tous les oligarques qui dépendent justement de Wildberries. C'est un énorme business, c'est 64 milliards d'euros de chiffre d'affaires, même si c'est une boîte qui est très endettée à hauteur de 8 milliards. Et comme le rappelait Marc tout à l'heure, effectivement, il y a aussi la figure de cette Cruella d'origine Kouril, donc Tatiana Kim, qui est terrible, qui est aussi dans le collimateur parce que très proche de Poutine. Mais justement, je voudrais qu'on insiste sur le russe, le civil russe qui est là en première ligne aussi, avec ses entrepôts. Qu'est-ce que ça change, ça ? Alors, ce que montrent ces derniers événements, c'est la disproportion, alors des deux côtés, entre l'ampleur et l'efficacité de l'attaque pour les deux camps. Alors même si c'est pas tout à fait pareil, parce que les Russes visent aussi délibérément des cibles civiles, ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens,
et la faiblesse de la défense. Les deux ont exactement le même problème. Vous prenez la nuit dernière, 600 drones ukrainiens sur Moscou, oui. À peine 200 sont abattus, 400 passent, ça fait beaucoup d'effets. Les bombardements russes sur l'Ukraine, avec les missiles balistiques et tout, qui ne peuvent pas être abattus sinon par des patriotes qui commencent à manquer en Ukraine, ont des effets dévastateurs. Donc dans les deux camps, on est extrêmement fort sur l'attaque, et on a cette espèce de fragilité absolue sur la défense, qui est une caractéristique de cette guerre nouvelle qui est en train de s'instaurer, et ce gap risque de continuer beaucoup. La Russie est d'une certaine façon victime de ce qui faisait sa force, l'immensité de son territoire. Oui. Arriver à protéger tout le territoire russe, maintenant que les drones ukrainiens frappent, y compris jusqu'à plus de 2000 km, c'est compliqué. Et idem pour les Ukrainiens. Bon, alors oui, ils ont reçu des missiles, antimissiles, etc. Mais l'Ukraine, c'est quand même beaucoup plus grand qu'Israël pour faire un homme de fer. Mais je note que vous ne répondez pas à ma question, Marc Semo. Pour le russe, le civil russe, qu'est-ce que ça change? Ça s'effrappe sur les entrepôts où elle brise au quotidien. Ça a un impact, ça aussi. C'est ce que font les Ukrainiens depuis, on va dire, le mois de juillet, c'est qu'ils ramènent la guerre aux Russes, au quotidien. C'est-à-dire, je ne sais pas, la ménagère moyenne qui a acheté, comme certains peuvent faire ici avec Amazon, des chaussures, des vestimentaires et tout. Ça frappe dans leur poche, dans leur portefeuille, comme dans les entreprises dont on mentionnait, bien évidemment, mais au quotidien, ça ramène la guerre aux Russes. Et pour les soldats qui ont acheté un pactage, bien évidemment, il y a aussi cette conséquence-là, mais pour le quotidien, les Russes, c'est comme avec l'essence, et ça frappe dans leur quotidien, ça ramène la guerre. Ça s'ajoute effectivement à une dégradation qui est déjà visible dans les conditions de vie des Russes, très clairement, les pénuries de carburant, effectivement, Elisabeth, on y vient, qui dure donc depuis plusieurs mois, et la lassitude, vous allez voir, qui tourne à la colère, ça peut clairement dégénérer avec des scènes complètement dingues. Regardez. Eh bien, on verra ça plus tard, en tout cas. On l'a vu tout à l'heure. On voulait y venir. En tout cas, voilà. Dans certaines stations-service, il y en a qui en viennent aux mains. On va voir les images dans un instant. Et voilà, c'est donc le résultat d'une deuxième vague de pénurie d'essence qui s'installe durablement. Vous voyez ces images qu'on peut regarder ensemble. Ça se passe de commentaires en même temps, vous me direz. C'est voilà, quand l'impatience, voilà, on a dit, ça dure depuis des mois. Et on en vient là. On a parlé de toutes ces personnes qui campent devant les stations-service avec Hélène Bonnet. Oui, alors après, ça montre l'anomalie pour ce pays qui est censé ne pas manquer de carburant et qui là se retrouve justement face à ces pénuries. Donc voilà, après je pense que ça reste... alors c'est vrai que cette bagarre illustre l'exaspération de la population, mais c'est pas de nature à bouleverser le pouvoir en Russie. Enfin, on n'en est pas là avec ces frappes. C'est une nuisance. On a commencé l'émission en citant ce commandant ukrainien. Lui dit c'est une manière d'anéantir l'illusion d'une vie paisible pour les Russes. Voilà, donc la guerre s'invite dans le quotidien et donc ces images montrent cette nuisance-là. Est-ce que, Elisabeth, les services de sécurité peuvent anticiper déjà un risque social? Est-ce qu'ils anticipent un peu ça quand même? On est quand même dans un régime qui contrôle assez bien, on va dire. Bien sûr. On pense aux militaires, ou en tout cas influenceurs militaires qui ont disparu après cette plainte. Absolument. Alexandre Loulin. Voilà. Oui. Donc je pense que les gens se plaignent, mais on n'est pas à la mutinerie, et je pense que les services savent très bien contrôler la population, on sait très bien ce qui se passe. Et la Russie, le citoyen russe a connu depuis 1990 des moments quand même, y compris économiquement, notamment l'effondrement après 1990, beaucoup plus lourds. Alors bon, c'était avant, sinon c'était une des raisons du succès de Poutine, l'homme qui rétablissait l'ordre, la verticale du pouvoir, enfin que ce pays était dirigé, le mot démocratie devenait obscène, mais il y a quand même malgré tout cette mémoire et cette capacité d'adaptation, notamment dans la Russie profonde, où... On est quand même en 2026. Et ouais, j'allais dire, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Dans les couches urbaines, effectivement, il y a une exaspération. Au niveau de la Russie profonde, c'est quand même beaucoup plus faible parce que, voilà. Ouais, ils souffrent, ils ont la capacité de souffrir, je pense, qui est plus important. Mais on n'est pas des générations. Il y a un héritage, effectivement, mais voilà. Vincent Crouzet. Oui, alors pour revenir à la question sur le service de sécurité, effectivement, les services de renseignement russes, les services
sécurité russes sont de la population, notamment à travers un service qui s'appelle le service sociologique, qui dépend du FSO, donc du service fédéral de protection, qui s'occupe de la protection de Poutine et qui effectue pour le Tsar un certain nombre de sondages en permanence. Il y a des remontées vers Oui, avec un panel de 5000 Russes qui est glissant, et donc le FSO fait remonter ces informations à Poutine, qui sait exactement à peu près où on est ou pas l'exaspération de la population. Il y a un baromètre comme ça. Emmanuel Véron, est-ce qu'il y a un risque de contagion à d'autres secteurs? On a vu là, Amazon, voilà, c'est tentaculaire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, après les raffineries, qui peuvent être impactés encore, pour étouffer encore un peu plus le quotidien des Russes? Oui, absolument. En fait, quand on regarde l'étendue des frappes ukrainiennes maintenant depuis plusieurs années, on voit qu'il y a méthodiquement une recherche débarrassante, en tout cas de ce qui a un effet militaire et un effet politique sur l'ensemble de la Russie. On a évoqué les frappes qui sont continues sur les raffineries. D'ailleurs, une frappe au bon endroit suffit de paralyser une raffinerie pour longtemps. Pour la remettre en état, c'est extrêmement long, compliqué, etc. Donc vous frappez juste en amont de ce qui est raffiné et puis l'installation est inutilisable. Là, l'affaire des plateformes logistiques et commerciales en est une, mais il y a d'autres cibles potentielles. Il y a des sites militaires purs de dépôts de munitions, il y a des bases entre guillemets stratégiques, on se souvient de l'opération de l'Étoile d'Araignée, etc. Donc en fait la liste peut être largement étendue du moment que le renseignement, le politique et le militaire ukrainien le vise, le cible dans des conditions de capacité opérationnelle, donc ce qui est possible à faire. Et puis deuxième point, c'est la notion de ce qu'on évoquait de complémentarité. Oui. En fonction de la période, en fonction de la temporalité. Là, visiblement, il y a un choix opérationnel, militaire, politique opérationnel ukrainien d'appuyer sur ce Walberis, d'appuyer sur cette dimension et commerciale, logistique, etc., en plus des raffineries. Pourquoi ? Parce que, mais ça a été très bien dit autour du plateau, c'est fondamentalement le sujet d'inviter la guerre dans l'ensemble des foyers des supposés 140 millions de Russes, dans les faits c'est beaucoup moins, le quotidien. Ce sont des emplois en fait. Quand vous avez quand vous travaillez dans une plateforme comme ça, que vous voyez que le site explose, etc., vous n'avez plus d'emplois, en plus de se fournir de produits du quotidien qui viennent la plupart du temps de Chine. Donc il y a la capacité à cibler tout et à peu près, entre guillemets, n'importe quoi, sur l'ensemble du territoire russe, avec une liste qui peut s'allonger en fonction des choix et des capacités opérationnelles du moment par l'Ukraine. Hélène Bonnet, juste, les régions les plus touchées là, par ces pénuries, est-ce qu'elles sont aussi les plus stratégiques pour le régime russe ? Je ne saurais pas vous dire si c'est les plus stratégiques. Enfin, je pense que les Ukrainiens, dans leur stratégie de ciblage, vont là où ça peut être le plus dommageable pour le Kremlin. Oui. En tout cas, celle-ci, elle est proche de l'aéroport de Domodedovo. Donc certainement, l'aéroport a dû cesser ses opérations aériennes, je pense, pendant quelques heures. Et elle est à toute proximité de Moscou. Donc évidemment, c'est vu par maximum de monde. Je voulais dire que c'était pas la peine de faire appel à l'intelligence artificielle, voilà, pour flécher les cibles en Russie. Il suffit de demander à Emmanuel Véron. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'il y a ces frappes effectivement contre Wildberries, contre encore malgré tout des dépôts de pétrole et tout, il y a aussi des frappes beaucoup plus entre guillemets militaires, comme le bombardement il y a quelques jours de l'usine de Samara, qui est le centre spatial qui fabrique aussi à la fois jadis les fusées Soyouz, etc., mais aussi par exemple, les fusées qui doivent mettre en orbite, les satellites qui remplaceront Starlink, merci, et pour être remplacé par Rasnet qui va permettre les communications satellitaires. Voilà, merci Marc, parce que vous faites une transition toute trouvée. Cette guerre des drones qui prend une dimension stratégique avec des frappes ukrainiennes justement contre Roscosmos. Un seul objectif, attaquer le Starlink russe. William Delesseux, expliquez-nous un peu les enjeux. Kiev vise un projet bien précis, c'est ça ? Oui, et Marc Semo vient de le dire, Rasvet, c'est ce mot, c'est le nom de ce projet. Il est porté par une entreprise russe, Bureau 1440. Pourquoi ce chiffre ? C'est le nombre de rotations de Sputnik 1, le tout premier satellite lancé par la Russie. On est donc dans un récit national cher à Moscou. Regardez ces images, ce sont celles postées par l'entreprise de la séparation d'un satellite d'une fusée Soyouz. Le narratif est effectivement très
très proche de SpaceX, l'entreprise américaine d'Elon Musk qui a créé le réseau Starlink, plus de 10 000 satellites à l'actif du maillage américain, très utile aux soldats ukrainiens sur le front. On voit souvent des antennes Starlink déployées régulièrement par les soldats en début d'année. Elon Musk a d'ailleurs accepté la demande du ministère de la Défense ukrainien de couper l'accès au réseau de satellites Starlink à la Russie, une technologie que Moscou utilisait pour piloter notamment ses drones Shahed et assurer ses communications sur le champ de bataille. On comprend donc pourquoi Moscou veut lancer son propre maillage de satellites. Les ambitions sont moindres que les 10 000 satellites américains. Il s'agit pour l'instant d'en lancer 250 en 2027. Pour l'instant, seules une trentaine sont en phase de test. Alors William, est-ce que les inquiétudes de l'Ukraine sont fondées ? Oui, la Russie pourrait récupérer un avantage stratégique de l'Ukraine qui bénéficie de ce réseau Starlink en ce moment et qui peut mener donc des attaques massives de drones. On l'a vu, avoir du renseignement en temps réel. Si la Russie crée sa propre constellation de satellites, eh bien leurs drones seraient beaucoup mieux guidés. Ce serait donc un danger pour l'Ukraine. Ces frappes sur Samara et sur ce site stratégique de Roscosmos s'expliquent donc ainsi. L'Ukraine veut tuer dans l'œuf ce vaste projet industriel en touchant 7 usines de fabrication de composants de l'aérospatiale russe. Objectif, retarder, empêcher tout lancement de satellites, faire en sorte que Razvet ne voit jamais le jour. D'après les autorités russes, les dégâts sur cette unité de production seraient très localisés, très limités. Merci beaucoup William Delesseux pour ces informations. Merci beaucoup, précieux William Delesseux. Emmanuel Véron, frapper le programme Rasnet, c'est un coup stratégique majeur quand même. Absolument. En fait, historiquement, l'URSS puis la Russie était une des puissances spatiales fortes, internationales, mondiales, en concurrence d'ailleurs, c'était une des colonnes vertébrales de la guerre froide, en concurrence avec la puissance américaine. On avait parlé de Sputnik, c'est l'un des symboles forts. Et puis on voit que à mesure de la guerre en Ukraine depuis 2022, en fait les capacités technologiques et même opérationnelles russes en matière spatiale ont décru. Au profit d'une montée en puissance de l'acteur chinois voisin, avec lequel d'ailleurs il y a une coopération particulièrement forte, je pense qu'on peut la qualifier ainsi, avec les capacités chinoises qui elles donc ont beaucoup augmenté, en gros ces 10-20 dernières années, au point que derrière Starlink, les plus grands lanceurs de satellites, toutes catégories confondues, orbite basse, moyenne et géostationnaire, la plus éloignée de la Terre, sont chinoises. Donc en fait ce qui est intéressant dans cette affaire russe, c'est chercher symboliquement un regain dans la technologie, dans la puissance spatiale, puisque être une puissance spatiale, c'est la projection de la puissance même à l'échelle mondiale, etc. Je peux regarder la Terre depuis l'espace et puis avoir des capacités militaires, etc. Mais c'est aussi une manière de ne pas dire l'ampleur de la coopération dans ces domaines-là avec la Chine, parce que en l'état actuel des choses, technologiquement, militairement, sur ces segments très spéciaux de satellites, d'observation, de renseignement, en fait, la Russie est plus complètement capable d'aligner les moyens et elle fait appel à une complémentarité technologique et financière de la Chine. Autrement dit, ce programme-là est un visage caché de la coopération spatiale avec la Chine. Elisabeth, vous pensez aussi que c'est un message envoyé à Pékin ? Je pense qu'aujourd'hui, les convergences, on va dire, d'adversaires. On voit la Corée du Nord, la Chine, on a vu Poutine sur les îles Kouri pour faire passer le message aussi aux Japonais. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les messages sont multiples et vers multiples acteurs qui sont, on va dire, de côté de la Russie et qui sont hostiles, pas forcément directement, mais par les composants. On parlait des composants chinois qui transitent par Wildberries et autres. Je pense que c'est pas totalement totalement anodin. En plus, ce qu'on voit, c'est que non seulement cette guerre d'Ukraine est toujours plus mondialisée, mais il y a maintenant une convergence des guerres quasiment. On l'avait vu déjà entre l'Ukraine, la guerre avec l'Iran, qui a y compris des conséquences directes puisqu'il n'y a plus assez de patriotes à cause de ça. Et maintenant, effectivement, cette déstabilisation qui va vers l'Asie-Pacifique, qui est quand même la zone du monde où il y a à la fois où toutes les puissances nucléaires déclarées se font face. C'est la seule, ils sont tous face à face. Et c'est aussi la seule zone, par ailleurs, où les frontières de 1945 ou des années qui ont suivi les premières années de la guerre froide sont toujours contestées. C'est-à-dire, il y a la ligne entre les deux Corées, il y a les Kourils occupés par les Russes, il y a évidemment Taïwan, donc on est quand même dans une zone hautement instable et ces métastases sont plutôt inquiétantes. Vincent Crouzet.
Alors il faut bien comprendre ce qui a été touché par le missile Flamingo FP5 à Samara sont 2 unités d'assemblage de fusées Soyouz, les bâtiments 106A et 106B très précisément, où sont assemblés les fusées Soyouz. Ce n'est pas un cosmodrome, ce qu'on appelle un cosmodrome en Russie. Vous savez, c'est un endroit d'où partent les fusées. Donc on connaît très bien celui de Baïkonour, qui n'est plus utilisé d'ailleurs depuis 1 an en raison d'un tir Soyouz qui l'a endommagé. Et certainement la prochaine cible des Ukrainiens, puisqu'on revient à la banque de cibles, c'est le cosmodrome qui se trouve à Arkhangelsk, donc à 800 km au nord de Moscou, qui est celui de Prseltsk. Et ce cosmodrome, il est essentiel parce que lui, il lance effectivement les fusées Soyouz qui vont mettre en orbite les satellites d'observation et les satellites militaires, qui sont très peu nombreux à l'heure actuelle. La Russie dispose de 10 satellites d'observation avec des résolutions optiques d'ailleurs qui sont très mauvaises, qui sont extrêmement mauvaises. On dit beaucoup que les Iraniens se sont servis de renseignements spatiaux russes. En fait, non, ils sont servis de renseignements spatiaux chinois pour la plupart, parce que les Russes ne sont plus en capacité d'appréhender des images très précises au sol. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette histoire, dans le remplacement de Starlink, donc par ce nouveau projet, c'est que, comme le disait William, d'un côté 10 900 satellites en orbite basse à 550 km d'altitude avec Starlink, et de l'autre côté un projet, une ambition de 250 seulement satellites. Je vais simplement dire aux téléspectateurs que dans la nuit du 19 au 20 août, qu'ils regardent bien notamment au-dessus de Paris, au-dessus de leur tête, il va y avoir le lancement de la nouvelle constellation de Starlink. Et donc, si vous voyez passer des espèces de vaisseaux non identifiés dans le ciel, voilà, c'est le lancement de la génération 17-20 de Starlink. Mais c'est très impressionnant. On a vraiment l'impression que les petits hommes verts débarquent bientôt. Heureusement que vous nous avez prévenu, ça évitera un mouvement de panique, Vincent. Il y a un aspect aussi fascinant dans ce conflit, dont je voulais qu'on parle ensemble, c'est le Sunday Times, qui nous dit que des drones britanniques sont utilisés par l'Ukraine pour frapper en profondeur en Russie. Il s'agirait en fait d'un drone à réaction. Il y a aussi d'autres modèles qu'on dit classifiés. Ils auraient déjà d'ailleurs touché des raffineries dans les régions de Moscou, à Yaroslav et à Volgograd. Alors de l'autre côté, un côté adverse, là on parle de plus en plus d'ailleurs de drones chinois customisés. Là, on dit que la quasi-totalité des composants des Shahed russes, électronique, moteur, batterie, carbone, etc., ça provient de Chine. Pékin fournirait l'essentiel de la chaîne d'approvisionnement, mais si officiellement, il s'agit bien de civils. Une réaction là-dessus? Moi, ça m'intrigue. L'utilisation des drones britanniques, est-ce que ça change la nature de l'implication occidentale, Elisabeth ? On a déjà fourni des missiles, des intercepteurs. Oui. Je ne suis pas convaincue que c'est des drones qui changent l'implication, surtout quand on sait que les Britanniques, on pense à Boris Johnson qui a commencé ça, mais qui sont très proches des Ukrainiens. Il y a aussi eu, en Europe en tout cas, une coalition de drones d'un certain nombre de pays, notamment les pays baltes, qui ont fourni des drones, notamment aux Ukrainiens pour les tester. Mais jusqu'où, justement, Elisabeth, l'OTAN peut aller dans la fourniture de drones offensifs, sans franchir cette fameuse ligne rouge dont on parle Hélène ? Mais en fait, la ligne rouge, c'est vrai qu'au début, il y avait énormément de prudence parce que ces drones ou même ces missiles étaient utilisés sur les territoires ukrainiens occupés. Là, visiblement, depuis 6 mois, ce que dit le Times, c'est qu'il y a des frappes avec ces drones britanniques beaucoup plus loin dans la profondeur. Mais ceci dit, ce qui a fait peut-être changer aussi un peu d'avis les Européens et les Occidentaux de manière générale, c'est que la Russie ne se prive pas d'avoir recours à l'aide des Nord-Coréens, par exemple. Donc, il y a quelque part aussi une forme de tabou qui est tombé, et puis désormais, là, on a vu aussi, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, que l'Europe était la cible de tentatives de sabotage, de déstabilisation. Donc quelque part, d'une certaine manière, les représailles et la guerre sont présents sur notre continent. Donc il y a des pas de franchis, et autant au début du conflit tout le monde se disait attention, il ne faut surtout pas s'impliquer. On parlait d'envoyer des armes défensives, etc. Mais franchement, les questions que je vous pose à tous... sur des casques, etc. Là, il y a une étape qui est franchie. Là, on n'est plus sur des casques et des moyens de défense. Mais une question que je vous pose vraiment, est-ce que la France, par exemple, assume aujourd'hui de dire que la Russie est frappée par des armes françaises ?
Surtout par le renseignement. On assume de donner beaucoup de renseignements qui aident dans les frappes, très certainement. Mais ce qui a aussi changé, on a aussi, on va dire, passé sur l'armement, vraiment. Sur l'armement. Mais pourquoi on ne voulait pas le faire ? Parce qu'il y avait des lignes rouges. Et on n'a pas vu de réaction au-delà de ce qu'on connaît, c'est-à-dire la guerre nucléaire qu'un certain nombre s'inquiétaient. Donc, bien évidemment, on était très prudents en 2022. Mais aujourd'hui, vraiment, j'insiste là-dessus. En 2026, là, est-ce que la France assume là, en août 2026, que des armes françaises frappent la Russie ? 70% des armes utilisées, notamment des missiles et des drones utilisés par l'Ukraine, sont produites par l'Ukraine. Donc cette question d'utiliser des missiles français, britanniques et autres, il y a déjà eu des missiles français ou des Scalp ou des Storm Shadow qui ont frappé le pont de Kerch. Alors on ne sait pas si c'était les Français ou les Britanniques, mais ce qui est fascinant, c'est de voir que toutes les lignes rouges qu'avait agitées Poutine ont été pulvérisés. Rappelez-vous, c'était si on touche le pont de Kerch, à la guerre nucléaire. On a bombardé le pont de Kerch 3 fois, une fois avec un camion piégé, ensuite des frappes, dont justement avec des missiles qui auraient pu être ou français ou britanniques. Il ne s'est rien passé, et idem pour beaucoup d'autres choses. Donc la notion de co-belligérance est quand même quelque chose qui est très contesté, y compris par nombre de juristes. Évidemment, Vincent. Marc a raison, je rappelle que c'est un missile Scalp français qui a décimé l'état-major russe de la flotte de la mer Noire en septembre 2023. Et là, vraiment, il y avait quand même des lignes rouges qui étaient édictées, et tout de même, ce missile français a tué 30 officiers supérieurs russes à Sébastopol. Pour revenir aux Britanniques, ils ont toujours beaucoup plus d'audace que nous. Certainement, les premières heures de l'attaque russe, donc en février 2022, ce sont des SAS britanniques qui ont bloqué le groupement tactique blindé russe à Brovary, à 15 km du centre de Kiev. Et donc qui a permis justement à Kiev de tenir au cours de la première nuit. Et puis c'est aussi la résultante de l'engagement des fonds d'investissement britanniques qui sont très puissants. Il y a 3-4 fonds de plus de 100 millions de livres sterling qui investissent justement dans ce type de technologie depuis la Grande-Bretagne. Alors, je voudrais qu'on revienne à ce déluge de feu des Ukrainiens dans la région de Moscou dans la nuit. Pour autant, je le disais, la Russie n'est pas en reste. Kiev a subi une série de frappes particulièrement lourdes également. Des missiles balistiques, des drones qui ont touché la capitale ukrainienne avec plusieurs incendies qui se sont déclenchés dans des zones résidentielles, des zones commerciales également. Et l'Occident qui ne laisse plus rien passer. Ça, c'est nouveau aussi, avec ces incursions de drones non identifiés. On les abat maintenant systématiquement. Cette nuit, un drone a d'ailleurs pénétré l'espace aérien roumain près des frontières avec l'Ukraine et la Moldavie, au nord de Galatie. C'était dans la nuit, vers 4h44. Il a été abattu par un F-18 espagnol en mission de police du ciel de l'OTAN. Les débris d'ailleurs sont tombés dans une zone inhabitée en Roumanie. La Roumanie d'ailleurs, Elisabeth, qui est l'un des pays les plus exposés de l'Alliance et qui multiplie ses interceptions. Ça commence à faire beaucoup pour les Roumains. Je crois qu'on est au 4e dernièrement. Toute cette front d'Est est très exposée. On a vu il y a 2 jours en Lettonie, et c'est pas la première fois en Lettonie, il y a eu aussi le 8 juin, et avec ces interceptions, c'est même plus une interception, ces drones qui sont abattus assez régulièrement. Et ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est que je crois qu'en Lettonie, c'était les Italiens, les Français, les Espagnols. À chaque fois, on voit à quel point l'Europe est impliquée. La solidarité européenne. Mais Vincent, ils viennent d'où ces drones qui pénètrent dans le ciel de l'OTAN ? Ils viennent de très loin. Donc, soit effectivement, ils sont brouillés, donc leur plan de vol est détourné, ils vont se perdre en Moldavie, en Roumanie, etc. Soit effectivement, ce sont des tests de vulnérabilité. Et alors, à chaque fois, c'est toujours un petit peu les mêmes cibles, la Moldavie, la Roumanie, les pays baltes. Alors, pourquoi les Espagnols ? Parce que les missions durent 6 mois. Les missions de police de l'air, donc notamment dans le cadre de la mission Aigle ou dans le cadre de la mission Lynx, de la mission Air Baltic Policy, donc dans les pays baltes, ça dure 6 mois. Donc, les Italiens viennent remplacer les Français, etc. Nous avons fait la police du ciel jusqu'au 1er août, je crois, dans les pays baltes. L'armée de l'air a décollé près de 11 fois, donc en scramble, donc en décollage d'urgence en juin, dont 6 fois, je crois, le 2 juin. Et effectivement, comme le disait Elisabeth, a intercepté un drone le 8 juin. C'était la première fois que des appareils de l'armée de l'air française touchaient abattaient un projectile russe dans l'histoire. Emmanuel Véron, ces abattages systématiques, ça marque un tournant quand même de durcissement dans la posture de l'OTAN quand même.
Ouais, puis non, c'est une bonne chose, ça entraîne une bonne chose, ça entraîne les forces otaniennes en combat réel. Ça, c'est plutôt pas mal. Le fait ce que rappelait Vincent, la régularité ou la fréquence importante au mois de juin, juillet, etc., dans la partie baltique, c'est plutôt bon pour l'entraînement des troupes aériennes françaises, etc., parce que ça permet de voir la guerre en face. Pour de vrai. Oui. Il y a l'exercice, il y a la théorie, faire des phrases, et puis il y a le fait de décoller votre chasse et défendre le ciel, etc. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, oui, il y a en fait un effet de saisonnalité, me semble-t-il, côté russe, de vouloir profiter de l'été. Oui. Une sorte de pause estivale, on l'a dit ici, etc., d'une partie de l'Europe occidentale, pour tester différentes lignes, différents espaces, différentes configurations. Donc, quoi de mieux qu'un drone aujourd'hui? Tous les types de drones possibles et imaginables. On a parlé de Leipzig, l'aéroport logistique en Allemagne il y a quelques jours. Là, on revient sur la Roumanie, la Moldavie, etc. Sans oublier, j'en terminerai par là, que la Roumanie est un pays clé dans cette affaire de guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce que la Roumanie connaît très très bien l'univers soviétique, connaît parfaitement la Russie. Et géographiquement, ils sont quand même très proches. Ils ont effectivement, voilà, c'est tout à fait éloquent, la mer Noire, et j'en termine vraiment par là. La Roumanie reste discrète, en fait. On l'entend assez peu dans la communication, justement parce qu'ils sont aux premières loges. Et d'un point de vue observation, d'un point de vue militaire. Et c'est par là d'ailleurs que transite une bonne partie des exportations de céréales que peut faire encore l'Ukraine. Le problème, c'est que par le Danube, ça devient compliqué parce que le Danube est à sec. Mais pour en venir à ces interceptions, il y en a eu 700 en 2 ans. C'est une interception d'alerte, ce qui est énorme. Et ce qui est impressionnant, alors, c'est qu'à chaque fois, le but des Russes est toujours le même. C'est effectivement tester la réactivité, tester la vulnérabilité, voir les points des principaux nœuds stratégiques, etc., et mettre une pression psychologique. Et on peut dire que pour le moment, ça marche relativement, parce que on continue à battre les drones, et d'une certaine façon, on est toujours dans le même cas de figure, même si c'est moindre qu'avec les intercepteurs patriotes, c'est-à-dire on a un avion en vol, plus le coût du missile RR pour abattre un drone qui souvent ne vaut coûte pas grand-chose. Et là on est sur un ratio au niveau des coûts. C'est un excellent exercice pour les pilotes, je suis d'accord avec Emmanuel, mais au bout d'un certain temps, ça devient quand même un peu... Oui, ça devient coûteux. Comme addition, effectivement, Vincent. Bah oui, on mobilise des moyens, du personnel. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on envoie un avion de chasse en l'air, c'est entre 80 et 90 000 euros le coût, la formation du pilote, l'amortissement de l'appareil, pour un etc. Drone qui coûte le carburant. 10 000 euros. Oui, enfin oui, 20 000 $, ou bon, après effectivement ça permet aux pilotes de s'entraîner. Ça fait cher l'entraînement. Mais ça fait cher l'entraînement. Pour revenir à la Roumanie, et Marc en parle beaucoup mieux que moi parce qu'effectivement il a du sang roumain, et plus que du sang roumain, voilà, il connaît très bien la Roumanie. Il y a aussi l'aspect frontalier, l'aspect donc des Carpates, transcarpathiques, et puis il y a aussi ce fameux port de Constanța par lequel transite une grande partie du carburant pour l'armée ukrainienne. Alors effectivement, qui normalement passe par des barges, par le Danube, mais comme le Danube est en partie à sec, c'est une ligne de vie qui est quasiment coupée pour l'instant, et ce serait le port le plus naturellement utilisable pour Odessa, mais malheureusement en ce moment, Odessa est très entravée par les frappes russes. Alors justement, face à la menace russe, la Pologne et l'Ukraine s'imposent de plus en plus comme les grands défenseurs de l'Europe, avec une démonstration de force incroyable. C'était hier lors de la fête des forces armées, avec un Donald Tusk qui affirme que la Pologne aura bientôt la plus grande armée d'Europe. Écoutez. Notre armée, y compris la marine, sera bientôt la plus grande d'Europe. On peut dire que nous construisons une force qui déterminera le sort de la région par sa modernité et ses effectifs. Le monde entier appréciera cela. Voilà, déjà plus de 220 000 soldats actifs. L'objectif, c'est 300 000 et plus 200 000 réservistes. Varsovie qui investit massivement. Je vous rappelle juste ce chiffre, près de 5% du PIB. Et Varsovie qui multiplie les acquisitions modernes. 5% du PIB. C'est pas ce que Donald Trump estimait qu'il fallait de minimum pour... Parce que même les États-Unis n'ont pas les Américains. Ils font mieux que les Américains. Ils font beaucoup mieux que les Américains. Et puis, c'est pas simplement la question de l'argent et du pourcentage du PIB.
PIB, mais effectivement, cette question de recrutement et qui s'en sert. Mais leur géographie fait qu'ils sont un des plus exposés. Ils ont Kaliningrad comme voisin, il ne faut pas l'oublier, ce qui n'est pas peut-être l'exclave le plus sûr pour les Occidentaux aujourd'hui. Ils sont sur le mer Baltique et ils savent très bien ce que c'est, on va dire, cet empire soviético-russe et les frais qu'ils ont payés eux-mêmes dans le passé à plusieurs reprises. Alors ensuite, ce qui est quand même très révélateur, c'est que pour cet armement, parce que ça a été les premiers, dès le début de la guerre d'Ukraine, à comprendre l'enjeu, ce que ça impliquait pour eux. Oui. Alors, ils ont acheté 1 millier de chars, mais une partie américaine et l'essentiel sud-coréen. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils ne sont pas européens, mais parce qu'il n'y avait rien de disponible. Donc le cas de la Pologne, avec cette volonté de créer cette armée, alors qu'ils seront en concurrence directe avec les Allemands. Les Allemands, pour le moment, c'est 180 000, et ils veulent arriver, donc un peu moins que les Polonais, et ils veulent arriver eux aussi à 300 000. Alors en plus, vu les contentieux historiques qui restent quand même à vif entre les deux pays... Ils n'ont pas la même capacité de recrutement, je pense. Ils n'ont pas la même... Voilà. Je pense qu'il y aura plus de facilité de recruter, même si la population est bien moindre, de recruter en Ukraine qu'en Allemagne, où effectivement ils rament pour trouver des gens qui veulent s'engager dans la Bundeswehr. Mais il y a cette prise de conscience, effectivement, à l'est de l'Europe qui est fondamentale. En même temps, il ne faut pas oublier, malgré tout, que la seule puissance nucléaire de l'Union européenne et la seule armée... depuis que les Anglais sont partis, qui a l'expérience du feu, c'est la France, on est d'accord. Justement, tiens, Emmanuel Véron, dans 10 ans, la meilleure armée d'Europe, c'est quoi ? C'est l'Allemagne, c'est la Pologne, c'est la France, c'est l'Ukraine ? On peut dire aujourd'hui que ça serait l'Ukraine. Après, tout dépend du type de conflit. Dans 10 ans, je veux dire. Ouais. Tout dépend du type de conflit. Une armée est bonne quand elle a envie et sait se battre. Et à l'heure actuelle, ceux qui se battent et qui ont envie de se battre, ça se passe en Ukraine puisqu'ils défendent leur terre. Alors, tout ça a des effets de bord, en tout cas des conséquences. Marc le rappelait, sur la Pologne, il y a des peuples avec la mémoire fraîche, récente, encore très, très vive de l'Union soviétique, comme la Pologne, donc, qui se réarment massivement. Ce sont les bons élèves, si ce n'est le sommet du podium des pays de l'OTAN, avec les fameux 2 à 5%, puisque ils sont à 5% de leur PIB. Et globalement, il y a une culture entre la société civile et leur relation aux armées qui est assez différente de leurs voisins allemands, et pour cause, du fait de l'Allemagne post-45, on est toujours dedans, et c'est le fruit de l'histoire. La Pologne a non seulement plus de facilité entre guillemets à recruter, mais la culture militaire chez la jeunesse, parmi la jeunesse polonaise, n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe de l'Ouest. Non pas que c'est un pays militariste qui va demain envahir tout le monde, etc., et qui voit tout dans la solution de l'usage de la force, mais qui a une culture et une relation, une articulation entre société civile et armée qui est très différente des nôtres. Bon, maintenant, j'en terminerai par là. L'armée française reste quelque chose de très solide, et dans 10 ans, si on continue d'investir et d'avoir ce qu'il faut comme budget, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'on a actuellement, ça restera dans le podium, ça restera sur le podium, indépendamment de la question de la dissuasion, qui fait partie de la colonne vertébrale essentielle qu'il ne faut absolument pas sacrifier. Mais tout ce qui est conventionnel, si on nous donne les moyens de maintenir le conventionnel, on restera dans les meilleures armées européennes. Donc, la meilleure, là, j'en sais rien. Mais en tout cas, la France a la médaille de bronze, donc l'Ukraine elle peut briguer la médaille d'or sans difficulté, sans donner les moyens. Vincent n'est pas d'accord. Non, parce que moi, je ne délie pas la dissuasion du conventionnel. Pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Vous vous rendez compte, on a commencé, nous, notre programme militaire nucléaire, on a commencé à y penser avec Pierre Mendès France en 1951. Ça fait près de 75 ans. On y a consacré entre 120 et 150 milliards, à peu près, grosso modo, d'euros, d'équivalent euro aujourd'hui. Et aujourd'hui, on consacre encore 15% de notre budget militaire à la dissuasion. Qui peut se permettre ça ? Moi, je veux bien que la Pologne achète 100 chars, mais 100 chars, pourquoi faire aujourd'hui ? On a vu l'efficacité des Abrams et autres chars lourds, notamment russes, pendant ces 4 ans de guerre. Le char de combat, aujourd'hui, ne sert plus à rien. Un drone de 20, 30 000, 40 000 $ va abattre une bestiole, une énorme bête de technologie, d'acier, etc., qui va coûter 100 fois plus. Donc, c'est pareil, les Polonais et les Allemands, oui, ils ont un gros effort de défense, 108 milliards d'euros
pour l'Allemagne, mais ils achètent des F-35 qui coûtent un bras. Ils pourraient acheter des Rafales qui coûtent beaucoup moins cher. Alors effectivement, ce sera un budget beaucoup moins important. Donc la part du budget militaire dans le PIB ne veut pas dire grand-chose. Moi, je préfère qu'on ait une part de 2,5%, mais avec une dissuasion nucléaire, qui nous donne la première place justement en Europe, plutôt qu'avoir 4,8% avec du matériel qui ne sert pas nécessairement à grand-chose. Alors justement, pardon pour le matériel américain, Elisabeth. Non, mais personne adresse le vrai problème, c'est-à-dire à part les Ukrainiens, qui peut cette guerre des drones. C'est pas le nucléaire. Vous parlez des chars, mais c'est pas non plus le nucléaire qui va nous protéger contre ces drones. Et la question aujourd'hui, c'est quel est le seul pays qui est capable de nous protéger contre des drones? Pour l'instant, c'est les Ukrainiens, et c'est ça véritablement le problème. C'est pas simplement acheter américain et pas français. C'est pas simplement une question de pourcentage. Il y a des problèmes qu'on a tous aujourd'hui et il faut les combler. J'attire votre attention justement. Tiens, on a parlé des Allemands. La une de Marianne cette semaine, c'est attention, l'Allemagne se réarme. Le dossier en fait explique. Voilà la une. L'Allemagne se réarme. Alerte. Le dossier explique en fait que Berlin augmente fortement. On l'a dit sur ses plateaux, ses dépenses militaires, mais en fait que cette manne, elle profite en fait à l'industrie, surtout à l'industrie allemande, au détriment d'une véritable base industrielle européenne intégrée, un réarmement national plutôt qu'européen. Donc, Hélène Bonnet, ce réarmement allemand, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ou c'est un risque de fragmentation industrielle? Tout dépend de comment l'Allemagne va poursuivre ce réarmement. En fait, les problèmes, ce qui fait peur aux Français, c'est justement que l'Allemagne aille faire cavalier seul. Elle continue d'acheter massivement américain. Nous, Français, on est très concernés par cette idée d'autonomie stratégique. Les Allemands, peut-être qu'ils prennent un peu plus en compte qu'avant, mais en tout cas, ils sont quand même dans l'idée de se réarmer très vite. Et qu'est-ce qui est disponible immédiatement? C'est ce que vous pouvez acheter sur l'étagère, ce qui existe déjà. Et puis, il y avait des projets communs qui sont tombés à l'eau, le char du futur, un avion de chasse commun. Donc, tout ça ne s'est pas fait. Et ça inquiète pour justement l'autonomie de l'Europe, sa capacité à jouer collectif par la suite. C'est ça qui fait peur aujourd'hui. Marc. Mais à la décharge de l'Allemagne, il y a ce problème que la coopération, qu'on n'a pas nécessairement... On n'est pas toujours au diapason entre Paris et Berlin, non pas uniquement pour des questions de priorité industrielle et tout, mais aussi sur les objectifs. Une des raisons de l'échec de l'avion du futur a été que la France et l'Allemagne ne voulaient pas le même avion. Et pour le char du futur, il y a plus ou moins le même problème. La question nouvelle aujourd'hui qui complique toute cette donne, c'est que l'Allemagne, effectivement, était la première puissance industrielle et économique de l'Europe, et c'est qu'elle a finalement, alors ça a commencé avec le début de la guerre en Ukraine, avec le changement d'air, selon le mot de Olaf Scholz, elle a commencé à vouloir avoir maintenant un rôle politique à la mesure de son poids économique, et du fait qu'elle aura effectivement un budget de défense qui sera le double bientôt de celui de la France. Et là-dessus, elle a aussi les industriels. Rheinmetall s'est adapté à tout ce qui découlait de la guerre en Ukraine, y compris la fabrication de matériel de chars et tout, beaucoup plus vite que la France, et en beaucoup plus grosse quantité. Donc là-dessus, c'est compliqué de dire aux Allemands, surtout que Friedrich Merz là-dessus est assez cash et pas très diplomate, que l'intérêt national allemand commence de plus en plus à primer, et effectivement, ça risque de poser des problèmes au niveau de l'Europe, parce que l'ensemble du budget, je terminerai là-dessus, de défense des Européens, c'est quasiment 500 milliards d'euros. Donc c'est considérable. C'est disons maintenant un tiers du budget américain, ce qui n'est pas rien, mais c'est beaucoup plus que la Chine, que la Russie, etc. Le problème, c'est qu'il y a 27 armées. Donc un truc complètement éclaté, des doublons, pas de matériel commun et tout. Donc c'est une véritable révolution qu'il faut faire. Et les rapports franco-allemands sont essentiels là-dessus. Mais ça ne sera pas simple. Vincent, est-ce qu'il y a un risque de concurrence plutôt que de coopération entre Paris et Berlin? Oui, juste une correction. Mendes France, c'était 54 et pas 51. Je pensais que Marc Semo, qui est plutôt un contemporain, m'aurait corrigé. Non, mais je ne sais pas. C'est de la fausse, la faute de Marc Semo. Vous dites une complémentarité plutôt... C'est plutôt coopération, plutôt concurrence entre Paris et Berlin là-dessus? Non, j'espère coopération. Effectivement, il y a de mauvais exemples au cours des derniers mois avec l'avion de chasse commun, le char, etc. Mais non, je pense qu'on travaille. Je pense qu'à terme, on travaillera en coopération. Le meilleur exemple en est, c'est Airbus, l'aérospatiale, qui est quand même effectivement. Alors là, on sort strictement du cadre du débat de la défense, mais néanmoins, on a une capacité à travailler en commun avec les Allemands qui est considérable. Je rappelle quand même que l'Allemagne est la première cible
cible à l'heure actuelle des menaces et même des attaques russes depuis quelques semaines. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, elle fait l'échec quand même. Alors effectivement, elle ne donne pas d'État aux Russes. Scholz y est toujours refusé, mais elle a aidé pour près de 100 milliards d'euros l'Ukraine depuis 4 ans, dont 57 milliards consacrés justement à de l'aide à l'armement. Donc elle agit l'Allemagne. Et en ce qui concerne la coopération avec l'Ukraine, c'est en Allemagne et au Danemark que se sont construites les premières usines communes entre Européens et Ukrainiens dans le domaine de la défense. Ouais, justement, la France, dans tout ça. La France, figurez-vous, se dote de son propre drone suicide, son drone kamikaze. En fait, l'idée, vous l'avez compris, c'est de ne dépendre de personne, d'aucun pays. Regardez bien ce reportage. Nos équipes ont pu suivre un essai rare avec la Direction Générale de l'Armement qui certifie les armes avant leur mise en service. Accès exceptionnel sur ces sites ultra sécurisés pour assister à la certification de ce tout premier drone kamikaze français. C'est un reportage signé Pauline Lormand et Alexis Dubail. Regardez. On est prêt, vous nous dites quand on peut monter ou pas se tirer avec la munition. Dans cette boîte en apparence anodine, le premier drone kamikaze français. Manipulé avec délicatesse, aucun geste n'est fait sans l'aval de la salle de contrôle. On a mis ces combinaisons pour des raisons de sécurité parce qu'il y a de l'explosif. Ce test a pour but d'améliorer la précision du drone, conçu en 1 an. Est-ce qu'on peut appairer le drone ? Affirmatif. 460 de ces drones sont déjà aux mains de l'armée française. On retourne au PC. Reçu, retour au PC. Prêt pour les décollages. 3, 2, 1, décollage. Lancement décollage. Ce drone français peut détruire une cible à 15 km. Son autonomie, 40 minutes. Que va-t-il traquer ? Ça peut être à la fois un système posté, par exemple un radar posé au sol, comme un véhicule blindé qui chercherait à se dissimuler ou à s'enfuir. Son prix est secret. Nous savons néanmoins qu'il est à moins de 20 000 euros. En montée, 40 mètres. Sur le front ukrainien, les drones kamikazes coûtent 600 euros. Mais ils sont moins précis, moins fiables. Là, on sent qu'il y a une concentration extrême. Tous les yeux sont rivés là sur l'écran pour regarder le test. À tous, le drone est prêt à l'engagement. Le pilote indique la cible au drone. 3, 2, 1, engagement. Engagement en cours. Engagé. Armé. Le drone s'explose contre la cible. La guerre des drones en Ukraine montre un bond technologique phénoménal. La France tente de ne pas prendre de retard, tout en restant autonome. Aujourd'hui, de la même manière qu'on est capable d'être maître de la bombe nucléaire, nous sommes aussi maîtres comme ça sur la partie drone et on ne dépend de personne, ni des États-Unis, ni de la Chine, pour pouvoir produire nos drones. Les industriels prévoient de produire 100 drones par jour dès novembre prochain. Voilà, un reportage impressionnant, signé Charlie Nurel avec Pauline Lormand et Alexis Dubail. Ça vous inspire quoi, Emmanuel Véron ? C'est le premier drone kamikaze français. Aujourd'hui. Très clairement, les enseignements mis en œuvre, mis en pratique du conflit contemporain, exemple celui de l'Ukraine, où tous les conflits ne se valent pas, ne sont pas identiques, la guerre est quelque chose de mouvant, de caméléon, etc. Ici, c'est l'un des grands enseignements de la guerre en Ukraine, notamment la période qui couvre grosso modo 2023 maintenant, c'est entre guillemets le triomphe des drones et de tous ces types de drones, en particulier de celui-ci qui est une sorte de FPV, c'est-à-dire assez léger, pilotable à distance, que l'on voit aux images. Et ici, le choix est fait par l'industriel et la chose publique française, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui travaille avec une entreprise, c'est toujours comme ça, en tout cas pour ce type d'armement, d'en faire un drone kamikaze, c'est-à-dire qu'il ne va pas emporter une charge qu'il laissera pour atteindre une cible, mais c'est le drone en lui-même qui constitue la charge, à la fois le vecteur et la charge explosive. Donc c'est les enseignements de la guerre aujourd'hui, c'est ce besoin de plasticité, d'adaptation, d'innovation. Et après, la grande question qui va suivre, c'est l'investissement de l'État, la commande. La fin du sujet disait qu'il y aurait une capacité à partir de novembre d'en produire 100 par jour. Donc multiplié par 300 jours dans l'année, etc. Ça peut donner un peu l'industrialisation de ce type d'armement utilisable tout de suite dans des unités militaires qui pourraient être de toutes les armées d'ailleurs, armées de terre principalement pour ce type d'usage, d'armement, armées de l'air et de la marine. Mais pardon d'être un peu pessimiste, mais on est en août 2026, on a le premier drone kamikaze français. Vincent, on a combien de retard sur les Allemands, sur les
sur les Russes, pardon. On a du retard, on consacre 2% de notre budget, je crois, le budget des armées, 2% seulement est consacré aux drones. Maintenant, quand même, on est une puissance industrielle, on est une puissance d'ingénieurs aussi. Oui. Donc, nous allons être capables de rattraper une partie de notre retard. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a près de 500 entreprises qui sont impliquées en Ukraine, qui se tirent la bourre, qui sont concurrentes. On a 3 ou 4 commandements de systèmes non pilotés. On a parlé tout à l'heure de Robert Magyar-Brovdi, qui est un personnage fascinant. D'ailleurs, je vous engage à aller sur son compte Telegram. Oui, vous allez avoir une heure ou 2 heures après les frappes, les vidéos des frappes. Alors vous avez les commentaires en ukrainien. Moi, je ne comprends rien, mais néanmoins ça reste fascinant quand même. Non, ça reste très spectaculaire. Voilà, pour les insomniaques la nuit. Mais moi, je suis pas du tout pessimiste concernant la France. Oui. On va rattraper ce retard. Je suis en revanche pessimiste pour l'avenir de l'humanité et l'avenir de la guerre en général. On peut rattraper ce retard, vous dites, Vincent ? Oui, non, moi je pense qu'on va rattraper ce retard parce qu'on se rend compte effectivement que dans la loi de programmation de défense et pour les prochaines années, on va peut-être commander moins de chars, fabriquer moins de chars et plus de drones. On va essayer d'être un peu plus intelligent que ce que l'on a été au cours des 20 dernières années en termes d'investissement. Mais moi je suis surtout très pessimiste et très soucieux pour l'humanité parce que vous vous rendez compte, n'importe quelle puissance va pouvoir se doter de moyens non seulement défensifs mais offensifs, n'importe quelle organisation terroriste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie en termes concernant nos civilisations. Et puis il y a les drones, et puis demain les robots soldats à moins de $10 000 avec des intelligences de polytechniciens. Donc il va falloir non seulement se prémunir contre ce type d'engin, mais contre les gens qui vont les utiliser, surtout. Marc Sémant. Oui, j'espère que Vincent a raison pour rattraper le retard. Pour le reste, pour le reste de l'humanité, je crains qu'il n'ait raison. Mais on est quand même, alors on le voyait dans le reportage qui est excellent, à 100 000 par an. Oui, bien sûr. Bon, l'Ukraine, par million, on compte les drones. 7 à 10 millions en 2026. En 2026. Bon, voilà, donc cela dit tout. Oui. Donc quand les Allemands et les Danois, on en parlait il y a 2 minutes, font des joint ventures pour produire en commun des drones, on voit quand même qu'ils s'appuient sur justement ce savoir-faire avec les Ukrainiens pour aller très très vite. Là, c'est très bien, il y a des questions de souveraineté, mais je crains qu'on mette un certain temps à combler le retard. Après, il y a des niches. On est très fort sur les logiciels de brouillage, par exemple. On est fort sur les enrouleurs, vous savez, sur le filaire, parce qu'on a besoin d'enrouleurs. On a des industries qui sont vraiment en capacité de faire ça, notamment dans le centre de la France. Donc on n'est pas mauvais partout, faut pas exagérer. Dans le reportage, on va parler rapidement, du coup quand même, Charlie Murel nous dit en Ukraine ça coûte $600. Là on est sur beaucoup plus ici. C'est aussi une question qu'il va falloir l'export ne sera pas bon. Là-dessus, effectivement, on est non, mais encore après, tout dépend de la capacité d'emport, de la technologie qui est embarquée, de l'intelligence artificielle qui est embarquée. Vous savez que c'est un secteur qui est énormément augmenté, aidé par l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que c'est la technologie qui coûte cher sur ce genre d'engin. Et qui dit technologie, plus d'intelligence artificielle, ça signifie aussi plus d'efficacité. Il y a une autre info marquante dont je voulais vous parler, c'est lors d'un exercice de l'OTAN en Allemagne, des opérateurs de drones ukrainiens du régime Nemesis, je ne sais pas si vous avez vu cette info, qui ont littéralement terrassé une brigade blindée américaine. Les drones ont détruit les chars américains si rapidement d'ailleurs que les organisateurs disent qu'on a dû les ressusciter plusieurs fois pour pouvoir continuer l'exercice. Une véritable leçon pour les armées occidentales. Hélène Bonnet, cet exercice, est-ce qu'il prouve que l'Ukraine a pris une avance technologique comme ça qui est décisive sur la question des drones? On en parlait tout à l'heure, Emmanuel Véron le disait. Oui, avance technologique, et puis surtout c'est cette nouvelle manière de combattre. En fait, moi je me souviens au début de la guerre en Ukraine, effectivement, on avait des chars, on avait tout un tas de matériel militaire qui était lourd, qui était très présent sur la ligne de front. Et puis maintenant, qu'est-ce qui est présent massivement? Ce sont les drones. Et c'est eux qui peuvent cibler aussi bien du gros matériel comme ça, que des positions, qu'un soldat, plusieurs soldats. Donc les drones ont vraiment tout changé, sont extrêmement efficaces. Pas évident à arrêter quand vous en lancez effectivement un grand nombre. Oui. Vous pouvez venir à bout d'une colonne de chars assez facilement. Elisabeth, est-ce que les armées occidentales sont en train de prendre conscience, en fait, que trop tard d'ailleurs, de la révolution des drones?
Alors, cette question, c'est pas simplement la révolution des drones, parce qu'on se souvient quand même que les Américains, les Reaper par exemple, que les Français ont acheté, en étaient quand même au début des drones. Mais en fait, surtout, ce qu'on n'a pas intégré, c'est la défense contre ces drones. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, que ça soit les chars ou sur les bases américaines au Moyen-Orient, ou simplement toute l'infrastructure critique au Moyen-Orient qui a été frappée, les usines des Salmons par exemple, quand on ne sait pas se défendre contre cette menace, même si on sait plus ou moins et on investit sur des drones kamikazes ou autres, en fait, pour se protéger, c'est très compliqué. Et ce que les Américains ont appris à leurs dépens dans cet exercice, mais ce qu'ils ont appris aussi pendant la guerre contre l'Iran, c'est qu'il faut aussi créer toute ces drones, par exemple, anti-drones, mais aussi toutes les stratégies qu'ont les Ukrainiens, plutôt à bas coût, pour ne pas utiliser des patriotes, par exemple, et les gaspiller, comme ont pu faire l'Arabie Saoudite et les Américains et certains d'autres alliés, et de pouvoir se défendre, que ça soit ses bases, ses soldats. Il y a multiples façons de le faire, mais ça, par contre, on a du mal à s'y mettre. Mais même les Ukrainiens ont parfois des moyens extrêmement rudimentaires. On avait un excellent reportage de Gwendoline de Bono il y a très peu de temps, qui suivait des soldats ukrainiens à bord d'hélicoptères et de petits avions qui abattaient à la mitrailleuse des drones en plein air. Donc tout n'est pas qu'une affaire de technologie, etc. Et vous avez toute une multitude de moyens et même les Ukrainiens cherchent la parade en permanence et essaient de s'améliorer en permanence. Alors imaginez la France, qui est un pays qui ne connaît pas la guerre de la même manière. Évidemment, on peut toujours parler de retard, mais tant qu'on n'est pas dans les conditions de devoir se défendre massivement contre ces drones-là, c'est sûr qu'on ne peut pas progresser aussi vite. Évidemment. Alors pendant ce temps, pour les pays peut-être moins équipés, c'est le mode survie qui est activé en Finlande notamment, avec une stratégie qui a de quoi inspirer peut-être d'autres pays européens. Les Finlandais ont des stocks stratégiques de céréales, de carburant, de gaz naturel pour plusieurs mois. William Delesseux, face à cette menace russe, les autorités finlandaises ont même renforcé encore ces stocks. Oui, ce sont des réserves qui sont gérées au plus haut sommet de l'État. Il y a même une agence pour cette question, l'Agence nationale d'approvisionnement d'urgence, avec laquelle nos confrères du Monde ont eu une interview, c'est-à-dire dans le journal, et c'est riche d'enseignements sur la façon dont on anticipe une menace. Soyons très concrets, c'est vrai que la Finlande partage plus de 1300 km de frontières avec la Russie. Le pays de près de 6 millions d'habitants prend très au sérieux cette menace russe. Évidemment, la Finlande, membre de l'OTAN, on le rappelle, depuis maintenant 3 ans. Les Finlandais prévoient déjà large pour ce qui est de l'alimentation. Ils disposent d'une réserve céréalière, en plus de stocks de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires. Et bien récemment, Helsinki a augmenté ses réserves de céréales pour couvrir 9 mois maintenant de consommation contre 6 mois. Ça, c'était avant. C'est le signe que la menace, évidemment, est allée croissant. Nos confrères du Monde le disent, s'inspirant aussi de la façon dont Kiev gère les attaques contre son réseau électrique. Les Finlandais ont aussi décidé d'établir tout un réseau de 300 supermarchés d'urgence équipés de générateurs de secours en cas de blackout, pour que l'information soit toujours disponible. Et puis, le nerf de la guerre, c'est bien sûr le carburant. Regardez les stocks stratégiques en Finlande. 5 mois de stocks finlandais contre 3 mois en France pour n'avoir aucune pénurie à la pompe, ou pour les services publics en cas de difficulté d'approvisionnement, qu'elle soit géopolitique ou beaucoup plus directe. La Finlande compte aussi 50 000 bunkers, 1 sur 10 est situé à Helsinki, la capitale. Vous avez donc toute la photographie qui est assez inspirante, assez angoissante, j'ai envie de dire aussi, une société hyper préparée. Ces stratégies, cette anticipation, elle inspire les Européens, qu'a dit. Des parlementaires de l'UE ont fait le voyage en juin pour comprendre comment fonctionnait ce modèle finlandais, comment on anticipe. Bruxelles, côté commission, cette fois-ci, s'est inspiré, c'était il y a quelques années, d'Helsinki, pour recommander une stratégie globale de stockage de tous ces biens essentiels. Voilà. Un exemple peut-être à suivre, de préparation totale, en fait. C'est l'exemple par excellence de l'armée du peuple. Le nombre de réservistes, déjà, on en est quasiment à plus, je crois, 700 000, la population est de 5 millions. C'est l'héritage, évidemment, de la guerre de 1940, de l'agression russe, soviétique à l'époque, de 1940, où ils ont résisté. Longtemps, alors à la fin, ils ont dû céder la Carélie et tout, mais ils ont tenu. Et c'est une armée qui a des profonds relais dans la société, et qui, à une époque où nous, on refusait de voir, avec la guerre en Ukraine, la réalité de la menace russe,
nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, on n'arrêtait pas de répéter ça, y compris au niveau officiel. Les Finlandais comprenaient qu'il fallait se préparer à cette échéance, d'où ces résultats. Effectivement, ils ont un nombre de bunkers incroyable. Il y a même des places qui restent, parce qu'ils ont quasiment plus de bunkers que de gens susceptibles de s'y abriter. C'est un exemple assez unique dans le genre. Et effectivement, c'est un modèle à réfléchir depuis longtemps. Chacun, dans toutes les familles, il y a les messages à la télé, on a le petit livret, on sait ce qu'on doit avoir dans son sac en cas d'attaque, et de se préparer, etc. Qui est prêt? C'est l'armée du peuple. Vincent n'est pas d'accord. Non, mais ils sont en première ligne, ils ont effectivement subi déjà la guerre avec l'URSS. J'ajoute quand même qu'ils étaient co-belligérants avec l'Allemagne. Oui, quand ils étaient attaqués en 40, ils n'étaient pas co-belligérants avec l'Allemagne. Mais en 41, si. Oui, c'était la vengeance de 40. Restant en 2026. Non, mais je sais que Marc s'endort dans sa safe room toutes les nuits. Au 4e sous-sol, dans la cave. Un bunker privé pour Marc. Proche des catacombes. Mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans cette paranoïa. Oui. Je crois qu'il faut que, jour après jour, on profite de la paix qui nous est apportée, dans laquelle nous vivons. Si on tombe dans cette paranoïa, d'abord, on fait le jeu des Russes. Parce que eux-mêmes... On a eu un kit aussi, nous, nos 6 litres d'eau, la lampe de poche, etc. Ça, je ne l'ai pas inventé. Oui, bien entendu. Mais on l'a fait tard et mal. Et on l'a fait très tard comparé à d'autres pays de l'Europe. On tombe dans le jeu des Russes qui cherchent jour après jour à créer une ambiance de paranoïa en Europe pour nous fracturer, pour fragiliser, pour affaiblir nos sociétés. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans ce panneau-là. Elisabeth. Alors effectivement, on était très tardif avec la brochure qui est quand même, sans être parano, sans entrer dans le jeu des Russes, assez nécessaire. Vous imaginez qu'il y a déjà eu, je pense en Espagne par exemple, des coupures électriques majeures. Ce genre de choses peut aider la population. Il y a d'autres urgences, si saboter par exemple, et on a des menaces de sabotage. Être préparé, c'est pas une mauvaise chose et c'est pas céder aux Russes. Et je pense que les Finlandais, effectivement, les bunkers, on n'a peut-être pas besoin en France, mais il y a des choses qu'on peut apprendre quand même de leur cas. Oui, mais par exemple, moi je vois l'état d'esprit des Ukrainiens. Effectivement, la nuit, ils descendent dans le métro, ils s'endorment dans leur salle de bain parce que pour avoir. Mais néanmoins, ils essayent de vivre le plus normalement possible. Et je me souviens du stoïcisme, évidemment, du flegmatisme, du flegme, des Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant le Blitz. Je pense que c'est l'exemple à suivre et non pas vouloir se bunkériser, vivre dans la paranoïa, dans la peur de l'ours russe avec le couteau entre les dents. Les Finlandais sont tout à fait calmes. Non, ils sont calmes. Mais on est en 2026. Mais enfin, 50 000 bunkers. Enfin, je ne connais pas le nombre de la population russe, finlandaise, pardon, mais je ne sais pas combien ils sont, mais ça me paraît énorme. Emmanuel Véron, une réaction là-dessus. Non, c'est un modèle en fait. Merci Emmanuel. Non, mais clin d'œil aux amis finlandais, c'est un modèle en fait, c'est un modèle pour toute l'Europe. C'est pour rien que la Commission européenne est allée regarder. En fait, il y a la Commission européenne qui va regarder régulièrement, mais pas que. Il y a plein de gens qui vont regarder comment ils font à Helsinki cette défense intégrale. Je crois que c'est le nom, si je ne dis pas de bêtises. C'est le principe de la défense intégrale. Ou défense totale, je ne sais plus j'ai oublié. C'est défense totale, merci. C'est-à-dire que tout est mobilisable pour se défendre soi et défendre le pays. Je ne pense pas que ce soit un sujet de paranoïa. Les gars sont assez tranquilles, ils vont à la pêche tranquillement. Parce que le message que ça peut envoyer aux Russes, c'est justement... N'hésitez pas. C'est dissuasif. Allez-y, venez, on va voir. Il y a, à mon avis, plutôt ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un souvenir quand même assez fort côté soviétique et russe de combats rapprochés avec les Finlandais, notamment au couteau, etc. Donc, c'était redoutable. Voilà, absolument redoutable. Donc il y a plus un sujet d'inspiration d'un modèle donc intégral, total, etc. où il faut regarder ce qui est possible et puis d'effets dissuasifs. De dissuasion, n'essayez même pas de venir nous chatouiller, c'est pas la peine. Enfin, vous voyez. Voilà. Bon. Alors, les avis sont partagés. C'est ce qui avait permis juste un point à la Finlande après la Seconde Guerre mondiale. De rester ce qu'on a appelé finlandisé, c'est-à-dire en politique extérieure et tout, elle n'emmerdait pas l'Union soviétique, à l'interne, ils étaient libres. Et ce qui n'était pas rien, parce que les Russes ne voulaient pas se remettre le nez dedans. Bien sûr. D'accord. Les avis sont partagés. Nous, on voulait, dans le grand dossier ce soir, vous parler de cette histoire. J'en ai parlé au début dans le sommaire, qui résume cette histoire à elle seule, l'horreur de cette guerre. C'était cette histoire d'un enfant ukrainien qu'on voit ici à l'image, qui a été enlevé au début de la guerre, il y a donc 4 ans et demi, qui a été retrouvé aujourd'hui soldat dans l'armée russe. Il a aujourd'hui 19 ans et ça, c'est l'aboutissement d'une enquête de l'ONG Back to Ukraine qui a retrouvé les réseaux sociaux de ce jeune homme. Il a donc 19 ans aujourd'hui et il participe au conflit du côté russe. Regardez, c'est signé Mathis Nico pour le récit.
Un selfie, comme en prennent tous les jeunes de son âge. Avec un détail, cette casquette, symbole du ralliement à l'armée russe. Selon l'ONG Back to Ukraine, il s'agit d'Olexander Moustiats, 19 ans, disparu dans la région de Kherson et retrouvé via ses réseaux sociaux, supprimé depuis. On le voit ici l'automne dernier, au sein d'une unité russe, et sur cet autre selfie, visiblement blessé. Je suis toujours du côté de mon pays. La Russie a toujours été dans mon cœur, affirme l'adolescent dans le bref échange avec l'ONG. Son compte porte désormais un nom russe, Alexandre Famenko. Ils vont aller effacer jusqu'à leur prénom, c'est-à-dire que de passer de Olexandre à Alexandre, ça s'appelle une russification. Le prénom ukrainien, c'est Olexandre. La Russie a déporté près de 20 500 enfants de l'Ukraine depuis le début du conflit, certains enrôlés dans l'armée. En Ukraine, ils seraient considérés absolument pas comme des traîtres, mais comme des victimes. L'Ukraine affirme avoir rapatrié à ce jour plus de 2300 enfants. Voilà, alors ce cas, c'est une première. C'est le premier enfant officiellement inscrit sur la liste ukrainienne des enfants de la guerre, qui a donc été identifié comme combattant dans les rangs russes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Elisabeth ? Parce que c'est une des histoires les plus tristes qu'on voit en Ukraine, c'est-à-dire tous ces enfants disparus de certains âges, puis la militarisation, on va dire, et l'instrumentalisation des enfants par le régime russe. Enfin, moi, je trouve ça absolument horrible. Mais cet usage d'enfants et cette capacité de changer de nom, d'essayer de leur faire, on va dire, de lavage de cerveau, c'est à la fois certainement un crime de guerre, mais je laisserai les juristes s'en occuper, mais c'est quelque chose d'horrible, tout simplement. Hélène Bonnet. C'est la crainte qu'il y a depuis quasiment le début de ce conflit. C'est-à-dire, moi, j'avais fait 2 reportages sur les enfants à Kherson. Oui. Donc, vous aviez ceux qui avaient été envoyés un peu de bonne foi par des Ukrainiens en camp de vacances en Russie, parce que tout le monde ne voyait pas la Russie comme un ennemi à ce moment-là, et qui ne retrouvaient pas que les enfants ne soient pas rentrés en Ukraine. Et puis, vous avez ceux qui, au moment du retrait des Russes de Kherson, eh bien, ont été emmenés de force. Et à chaque fois, pour ceux qui ont pu être récupérés, il y avait ces témoignages d'enfants qui expliquaient ce qu'on leur enseignait à l'école, finalement. Oui, cette russification. Voilà. Alors, à l'époque, moi, j'avais pas eu des exemples, c'était pas radical, ça restait des enfants assez jeunes, mais bon, c'est l'hymne russe, c'est toute une vision de l'histoire, etc. qui leur un camp de rééducation. Voilà, un camp de rééducation. Oui. Quand vous y êtes H24 pendant plusieurs années, ce que redoutaient les Ukrainiens, c'est justement que ce soit ce genre de cas qui arrive, avec des jeunes qui sont coupés de tous leurs liens passés avec le pays, à qui on lave le cerveau, et qui finalement vont servir à la machine de guerre russe, parce qu'ils vont être renvoyés pour se battre contre les Ukrainiens. Et donc, c'est assez terrible pour la population ukrainienne, en fait. Vincent Crozet, il y en a certains qui parlent de génération perdue pour une partie de ces jeunes. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, et puis je pense, puisqu'il y a un an, jour pour jour, il y avait le sommet d'Anchorage, d'ailleurs Hélène s'y trouvait. Rappelez-vous, Donald Trump avait transmis une lettre de son épouse Melania à Vladimir Poutine pour la libération de ses enfants, qui n'a pas du tout été suivie de fait. Et donc, Poutine, finalement, a déchiré cette lettre de demande, qui faisait sens, d'ailleurs, de Melania à Poutine. Et oui, c'est l'un des drames de ce conflit. Rappelons qu'un conflit, une guerre, c'est une somme de destins individuels qui basculent, une somme de drames humains. Nous, on s'en rend pas compte. On parle beaucoup de chiffres ici en plateau. On additionne les chiffres, on fait des évaluations, des analyses géopolitiques, mais ce sont avant tout des drames humains. Marc. Pour juste rappeler que la raison pour laquelle Vladimir Poutine est inculpé par la justice, par la Cour pénale internationale, c'est justement la déportation de ces 20 000 enfants ukrainiens que l'on russifie de force. Lui et une autre femme, d'ailleurs, qui est responsable de cette politique, Maria Belova, je crois. Et sa co-inculpée. Voilà, sa co-inculpée, qui est beaucoup mise en scène, justement, par le Kremlin. On la voit auprès des enfants qui ont été accueillis en Russie. Elle-même a adopté un enfant ukrainien. Tout cela est fait sciemment, il y a très documenté, et l'objectif est clair. Donc, adopter ces enfants ukrainiens, les russifier. Pourtant, ces enlèvements d'enfants restent quand même un des aspects les moins sanctionnés dans cette guerre, globalement.
En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut réussir à les identifier. Il y a un problème aussi... et ça va prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps, là. Ils sont 19 500, c'est énorme. Exactement. Il faut retrouver les familles. Certains sont décédés. 2400 ramenés sur plus de 20 500. Ce qui est quasiment rien. Mais des fois, ce sont des périples, parce que vous avez des parents qui repassent par, je crois, la Biélorussie, font tout le tour à leur risque et péril, avec des ONG dans pour ce essayer d'aller contexte, récupérer des enfants. C'est titanesque comme tâche. Et donc, évidemment, pour tous ces enfants, le lien ne peut pas être établi, tout ne peut pas être documenté, et les traces sont perdues avec beaucoup d'entre eux. Emmanuel Véron. Oui, mais en fait, le sujet des enfants là, dans la guerre, c'est on touche à l'indicible. Vincent le disait, là, on accumule les chiffres, on fait des analyses, etc. Le fait de toucher à l'enfant, c'est l'indicible, rien de plus. Donc c'est l'horreur absolue. Alors dans la logique de Poutine et de Belovin, qu'Hélène rappelait, dans ce trafic d'enfants, de russification, il y a un objectif de néantir en fait les identités. Il y a un objectif d'en finir, de rayer l'Ukraine de la carte et en touchant sur la jeune génération, sur l'enfance. C'est ni plus ni moins cela, en fait. L'indicible et toucher les identités au plus profond, quoi. Merci beaucoup Emmanuel Véron, merci beaucoup d'avoir été en plateau, merci à tous les 5, à Hélène Bonnet, merci beaucoup, Marc Semo également, merci à Elisabeth Chepartielam, merci Vincent Crouzet, merci encore Emmanuel Véron, merci de nous avoir suivis, à vous sur LCI. Je remercie aussi Ghislaine Zanatti qui m'a suivi pendant ces derniers week-ends.